Bienvenue à Francophone, une communauté francophone en soins critiques. Salut tout le monde, c'est Mathieu. Aujourd'hui, on a un épisode un peu spécial, dans le sens que, en discutant avec plusieurs d'entre vous, on a réalisé que plusieurs discussions semblables sur des sujets qui nous touchent de près ont lieu dans les différentes équipes de soins intensifs et de soins critiques. C'est même des discussions qu'on a déjà eues entre membres de l'équipe du francophone. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est que ça pourrait être très intéressant de lancer ces discussions-là dans un genre de nouveau format qu'on a décidé d'appeler un peu comme... C'est comme une discussion autour d'un bon café. Parce que c'est souvent autour d'un café qu'on réinvente un peu le monde. En tout cas, du moins quand on travaille, là, parce que ça serait un peu inapproprié prendre des boissons alcoolisées sur les heures de travail. Mais je suis d'accord avec vous que quand on a une coupe de boissons alcoolisées derrière le nez, des fois le monde est un petit peu plus réinventé. C'est un épisode qui va être un peu plus long qu'à l'habitude, là, surprenez-vous pas, là, ça peut aller du 45-50 minutes. C'est des épisodes, on est conscient, qui sont peut-être un peu plus difficiles à écouter d'un trait. Moi, ce que je vous suggère, si vous n'avez pas le temps de l'écouter d'un trait, c'est de prendre une pause à différents moments là, durant l'écoute parce que, je vous le dis, ça vaut la peine de l'écouter au complet. Ça va être un bon investissement de votre temps. Et encore une fois, on vous remercie de nous écouter semaine après semaine. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Yann et Francis pour cette discussion qui est, je vous le dis, vraiment très intéressante. Alors bonjour à tous, vous êtes sur les ondes du francophone, c'est Dr Ajmo qui vous parle. Aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un peu différent. Je suis avec un de mes collègues et ancien résident, je veux le taquiner un petit peu, Dr Francis Paquette. On va avoir une discussion philosophique, médicale, sur les soins de santé, sur la médecine en région, sur l'acharnement thérapeutique, sur les critères d'admission aux soins intensifs. On a un melting pot d'un petit peu tout ça qu'on voudrait partager avec vous, puis on espère que ça va susciter la discussion. N'hésitez pas à faire vos commentaires sur ce qu'on va dire. On espère que nos propos vont blesser personne. Naturellement, ça n'engage que nous, mais je suis persuadé que vous allez vous retrouver dans les commentaires et dans les propos qu'on a dit. Surtout pour ceux qui travaillent un petit peu loin des grands centres. C'est pour ça que je voulais que Francis soit là aujourd'hui. Alors Francis, c'est la première fois je pense que tu parles avec nous dans un de nos podcasts. Fait que tu voudrais-tu juste te présenter un peu pour le bénéfice de nos auditeurs? Oui, merci de me recevoir. Donc moi je travaille depuis 6 ans. J'ai travaillé 3 ans à Santa-Cabrini et à Mont-Laurier. Maintenant je travaille seulement à Mont-Laurier aux soins intensifs dans un hôpital de région qui comporte environ 64 lits, puis 5 lits de soins intensifs. Donc vraiment une petite unité de soins intensifs. Mais je pense que vous travaillez fort, hein? Vous êtes occupé et ça roule beaucoup, là, parce que vous avez un grand territoire à desservir. Il y a combien de personnes que vous desservez C'est environ 35 000 habitants. 35 000. Puis Mais il y a beaucoup de tourisme. Donc si on calcule en plus le tourisme, ça fait encore une population plus élevée. Beaucoup de traumas, beaucoup d'accidents de travailleurs, d'accidents de la route. OK. Alors voilà, c'est fait. Vous connaissez Francis maintenant. Je pense que le fait, Francis, que tu travailles en région, à Mont-Laurier, ça fait que des fois, t'es vraiment dans une situation qui est très différente de ceux comme nous qui travaillent en ville ou vraiment en périphérie des villes. Ça fait que tu es isolé. Puis le fait que tu es isolé, je pense que des fois, ça donne une certaine difficulté d'avoir les soins appropriés ou les soins que tu juges appropriés pour les patients. Puis tu me contais en dehors des ondes que t'as eu 2 cas cet été qui t'ont un petit peu bousculé, qui t'ont un peu dérangé. Peux-tu nous en parler un peu? Oui, mais je dirais pas qu'à Mont-Laurier, les patients sont moins bien traités ou ils n'ont pas accès aux soins qu'il faut. Je dirais plus que quand on a des cas qu'on doit adresser en spécialité, si on doit transférer un patient en cardiologie, en choro, ou bien en vasculaire, en urologie, on est complètement dépendant des centres receveurs, on est complètement dépendant des centres régionaux ou tertiaires. Ce qui est difficile, c'est qu'il n'y a pas un consultant qui va passer, voir le patient, l'examiner, regarder les scans, discuter avec le patient, discuter avec la famille, prendre une décision avec eux et avec le médecin traitant. Ça se passe par résumé du cas au téléphone. Puis ensuite de ça, le médecin qui va dire oui ou non,
je te fais une néphrostomie ou je te fais un double J pour traiter ton urosepsis obstructif instable aux soins intensifs. Il te le dit par téléphone, puis toi ensuite tu réécris ce qu'il t'a dit dans le dossier. Il n'a pas laissé de consultation, il n'est pas venu rencontrer la famille, il n'a pas eu tout l'examen physique de voir le patient puis de te dire avec ton instinct clinique, ah, il est malade sur papier, mais je sais pas, je pense qu'il pourrait passer au travers d'une intervention délicate d'urologie ou une intervention risquée. Des fois, les patients sur papier sont inopérables. Mais des fois, après les avoir vus, après avoir rencontré la famille, après avoir évalué le psychologique du patient qui est combatif, qui est vigoureux, qui est animé, ça peut influencer énormément la décision du médecin. Ça, c'est difficile, cette réalité-là, en région, parce que on discute avec tous les spécialistes pour la majorité des choses qui sont pas offertes, des traitements qui sont pas offerts à Mont-Laurier. Mais ensuite de ça, c'est nous, la décision repose seulement sur nous, aux yeux de la famille et aux yeux du patient. Parce qu'il n'y a pas eu d'autres consultants. Tu prends toute la responsabilité de la décision finale, même si c'est pas toi qui as pris la décision finale. Exactement. Tantôt, quand je voulais te dire, je disais pas que les patients étaient moins bien traités, mais peut-être qu'ils sont moins bien évalués. Dans le sens que tu vas faire la meilleure évaluation que tu peux, mais t'es pas chirurgien, t'es pas urologue. Fait que peut-être que si t'étais sur place, ben ça aiderait. Probablement que dans le futur, avec la télémédecine, ça va venir aider un peu. Au moins, le médecin, le consultant va pouvoir voir le patient, ne serait-ce que juste par un FaceTime. Là. Des fois, ça peut aider. Ouais. Je sais que j'ai déjà aidé des collègues urgentologues de Montréal à Montréal, qui avait un patient qui avait perdu sa trachéo, elle avait sorti, puis elle n'avait jamais vraiment mis à l'appeler avec un FaceTime. Je l'ai guidé, je dis OK, rentre-le, mets-le comme ça, puis ça va être correct. T'sais. C'était une petite intervention de 12 secondes, là. Mais ça peut aider. Alors, je pense que c'est plus comme ça qu'il faut le dire. Tantôt, je voulais pas dire que les patients étaient moins bien traités, mais je pense que de dire que les patients vont avoir une évaluation initiale ou une évaluation en spécialité va peut-être être légèrement plus déficiente, puis va plus reposer sur la capacité du médecin qui demande la consultation d'être persuasif. Là. Exact. Il y a une composante de persuasion, une composante de aussi quand on discute avec un spécialiste, comme médecin traitant, on va donner l'information comme nous, on l'a synthétisé dans notre tête. Parfois, on peut rendre l'information différemment de qu'est-ce qu'elle aurait été accumulée ou synthétisée si on avait vu le patient d'emblée sans avoir été filtré par qu'est-ce qu'un autre médecin a dit avant ou vu avant. Ouais. Ça aussi, c'est important. On le voit beaucoup dans les spécialités chirurgicales, moins, parce que c'est facile. On a un scan, on a un abcès, on a une pierre. C'est quand même une décision plutôt basée sur des faits objectifs puis sur des scans et tout ça. Mais dans les spécialités plus de médecine interne ou de neurologie, des choses comme ça, voir le patient recommencer à zéro l'histoire, les antécédents, évaluer ton patient sans avoir un filtre avant d'un médecin traitant qui est passé avant, ça peut changer beaucoup les choses. Donc c'est pour ça que la télémédecine, ça pourrait être en effet, ça commence en région, comme nous on a la pneumologie qui fait beaucoup en télémédecine présentement. Puis elle se fait comment? Qu'est-ce que ça fait la pneumo en télémédecine? Ben, c'est plus pour les consultations. Mais en effet, c'est pas encore rendu... pas pour les soins intensifs. Là. Ouais, puis c'est pas encore pour les consultations intra-hospitalières. C'est plus en externe pour le moment, mais éventuellement, ça va peut-être devenir... un patient dur à ventiler, que tu pourrais montrer à un pneumologue ou un intensiviste qui est habitué de faire de la ventilation compliquée, ou même à des inhalothérapeutes de centre universitaire, comme envoyer ça à Stéphane Delille, par exemple. Ouais. Tu lui montres le pattern, la synchronie, le double trigger, qu'est-ce que tu ferais avec ça? Tu lui montres l'image, là, tu sais. Ouais. Ça pourrait être une bonne chose comme ça. Ouais, quelque chose de standardisé, là. Présentement, on fonctionne par iPhone, vidéo. Ouais. Puis avec les contacts qu'on a. Exact. Tu as travaillé dans les centres, tu as travaillé à Montréal, tu as travaillé à Mont-Laurier. As-tu l'impression que quand que tu veux avoir l'opinion ou l'avis ou même un transfert pour un spécialiste, ils sont un petit peu plus, quand tu es à Mont-Laurier, là, est-ce qu'ils sont un peu plus tolérants dans « OK, ouais, transfère-moi là, je vais l'évaluer puis je vais te le renvoyer » ou tu as l'impression qu'il faut que tu te battes plus? Je sais pas si tu comprends ma question, parce qu'à Montréal, on les a à côté de nous. Là, puis même à un hôpital à côté. Puis, c'est une super bonne question. On voit les deux. Si j'appelle un spécialiste qui est déjà venu à Mont-Laurier, puis il connaît la réalité, il va dire « Ah, aïe aïe! Vous avez ça, là. T'as gardé ça tout ce temps-là. Ouais. Hey, envoie-moi ça, là. Ça va prendre une dialyse bientôt, puis un cas de centre tertiaire, puis, etc. »
Si je parle à quelqu'un qui a aucune idée c'est quoi Mont-Laurier, la population, le nombre de lits, les soins intensifs, comment sont équipés, tout ça, là, des fois, faut que j'explique longtemps, puis il faut que je dise, ouais, mais j'ai pas facilement accès à une bronchoscopie. Je peux pas prôner mes patients chez nous. Puis là, avec le temps, ils commencent à comprendre c'est quoi mon setup, c'est quoi mes équipements, c'est quoi mon staff, puis éventuellement, je peux organiser mon transfert. Mais j'ai les deux. On voit les deux. On voit des gens qui disent envoie-moi ça le plus rapidement possible. D'autres qui, ça prend du temps. Un appel, 2 appels, 3 appels, puis après le 3e jour, on est capable de transférer. OK, il faut que tu magasines, il faut que tu le convainques. Là. Des fois, ça arrive comme ça. Ouais, exactement. C'est un peu dommage pour les patients, parce que moi, j'ai toujours pensé que quand tu es sur la ligne primaire ou secondaire, puis tu as besoin de tertiaire, il faut que les personnes qui sont dans le centre tertiaire soient capables de reconnaître que là, ben, s'il m'appelle parce qu'il a besoin de moi, ben, je vais lui donner toute l'aide possible, puis à la limite, on fera un aller-retour, puis je vais le renvoyer en disant, regarde, je peux rien faire, ou ben, tu avais fait tout ce que tu avais à faire, continue ton bon travail. Tu sais. Ouais, c'est sûr que on n'aime pas transférer les patients si on pense déjà qu'il n'y a rien à faire, on essaie de pas les transférer. On essaie quand même de faire ce ménage-là avant, cette décision clinique-là avant. Puis justement pour prioriser les patients qui ont vraiment besoin d'une intervention en centre tertiaire. Mm-hmm. Mais c'est pas rare là, que j'ai un patient sur un pacemaker endoveineux 4 jours avant d'avoir un pacemaker permanent. Oh, ouais, OK. C'est pas rare. Puis c'est pas sur une condition de c'est un férié, c'est la fin de semaine, puis t'es coincé, là. T'es juste comme pas capable de transférer ton patient. Ça peut arriver. OK, quand même, un pacemaker endoveineux, c'est infectieux, fiable, là, mais c'est pas fiable comme un permanent. C'est un temporaire, là. Aucunement. Non, effectivement. Puis pour ceux qui nous écoutent puis qui n'ont déjà installé des paces temporaires, des fois, tu le mets en 12 secondes puis c'est réglé. Des fois, ça te prend une demi-heure, là, puis que ça tourne pas, puis ça tourne dans l'oreillette ou ça tourne dans le ventricule ou... un des derniers que j'ai mis, il a fallu qu'on aille en fluoroscopie parce qu'il passait d'une veine cave à l'autre. Il voulait pas rentrer. Il passait, descendait. C'est avec la fonction cardiaque. Aussi qui gonfle pas. Oui, tout à fait. Qui brise. Oui, c'est un défaut de fabrication aussi, là, ça aide pas, mais oui, je peux comprendre que 4 jours avec un pacemaker qui fonctionne pas, ça peut devenir inquiétant là, quand même. Ça doit faire que les docteurs comme vous qui travaillez vraiment... Je ne veux pas dire que Mont-Laurier, c'est loin, mais vraiment loin des centres. Ouais. Ça fait que vous devez être débrouillard, vous devez être à l'aise avec ces choses-là. Puis même pour ton nursing aussi, pour tes inhalothérapeutes. Parce que vous n'avez pas le setup qu'on peut avoir. Puis je parle pas juste de l'île de Montréal ou de Québec ou des grands centres. Même les gens qui sont en périphérie, là, qui sont par exemple, je sais pas, à Saint-Jérôme, à Saint-Eustache, sur la Rive-Sud, ben, il y a quand même un grand centre à 15, 20, 30 minutes, là, très proche. Là. Ça prend combien de temps, par exemple, pour toi de partir de Mont-Laurier puis d'envoyer un patient, je sais pas, là, dans tes corridors à Sacré-Cœur, c'est quoi le délai que ça prend? Sacré-Cœur, c'est environ 2h30, Saint-Jérôme, 2h. Hey, 2h30 avec un patient. Là, avec les flashs et tout. Là. Avec un patient instable, là, il peut s'en passer des choses en 2h30. Oui, on essaie justement, c'est ça, on stabilise beaucoup. On stabilise vraiment bien avant de les transférer si on peut. Justement, on sait que le transfert est long. Fait que tu retardes ton transfert pour stabiliser et faire tout ce que tu peux. Oui, à moins que pour le stabiliser, il y ait besoin d'intervention. Par exemple, une angioembolisation, quelque chose du genre. Mais si on le sait qu'on peut stabiliser l'hémorragie avec un PTM, puis avec une chirurgie rapide, mais ensuite il y a besoin d'être transféré pour ces multiples fractures du bassin, on va faire la stabilisation en premier, puis ensuite on va le transférer stable. Parce qu'en effet, dans une ambulance, là, ouf. Ouais. On n'aime pas ça arrêter à mi-chemin à Rivière-Rouge ou à Sainte-Agathe ou à Saint-Jérôme sur le chemin du transfert. Parce que ça peut arriver. C'est déjà arrivé. Ouais. Ça, c'est pas le fun. Parce qu'il est code ou pré-code ou quelque chose comme ça. Là. Exact. Ou il y a besoin d'amine, puis l'infirmier a oublié d'emmener ses amines dans l'ambulance, ou finalement il y a besoin d'une deuxième amine, ou des choses comme ça. On aime mieux les mettre aux soins intensifs quelques heures, des fois même plusieurs heures, puis ensuite de ça, les transférer. Quand on le sait qu'on est, j'étais à un 30 CCR de l'évo, puis j'arrête d'augmenter, je suis rendu stable, OK. C'est mieux de le transférer comme ça que de le transférer... De toute façon, c'est rare qu'on transfère des sepsis, là, mais on essaie de le transférer le plus stable possible, c'est sûr. Ça ressemble à quoi la plupart des cas que vous transférez? Des ventilations? La ventilation, ça fait 2 ans que j'ai pas eu d'ARDS. Okay. Maintenant, on est beaucoup plus fluid restrictive. On est moins... on donne moins de volume. Donc, on le voit beaucoup, ça. Hein? Ça, c'est une question intéressante qui sera le sujet d'un autre podcast. Là. Mais de réduire, de faire beaucoup d'échographie, puis d'ajuster sa volémie, puis d'être beaucoup plus agressif sur le Lasix au besoin ou sur la restriction volémique, diminue le nombre d'ARDS. Beaucoup. Ouais, vraiment. Je transfère jamais pour de la ventilation, presque.
C'est vraiment pour une expertise que j'ai juste pas chez nous, le plateau technique. Si je peux, la ventilation habituellement, peu importe où tu es au Québec, tu devrais pouvoir ventiler ton patient, je pense. Ça se peut que tu as besoin de recuronium, ça se peut, si vraiment c'est difficile à gérer parce que tu as une grosse hémoptysie, une grosse hémorragie alvéolaire, tu as besoin d'une intubation endoluminale, puis de là avoir une ventilation juste sur un poumon, là oui, probablement que je transférais à Sacré-Cœur, mais sinon, habituellement c'est vraiment, on n'a pas le plateau technique. On a besoin de retour, on a besoin de neurochirurgie, on a besoin de chirurgie thoracique, on a besoin de vasculaire, là on va transférer. Aux soins intensifs, on transfère moins qu'à l'urgence dans un sens. Là. Ah oui, c'est filtré. Si tu as décidé de le monter aux soins, c'est parce que tu juges que tu es en général capable de le gérer. Exact. Sauf s'il y a besoin d'une dialyse après 7 jours de soins, là, ou des choses comme ça, une grosse nécrose tubulaire aiguë que j'ai besoin de transférer. Mais autrement, habituellement, sont transférés de l'urgence. La population, par exemple, de Mont-Laurier, c'est une population qui est âgée, qui est jeune, qui est en santé. Ça ressemble à quoi? C'est très... c'est une région indépendante, si on veut, donc c'est de tout. Versus certains hôpitaux montréalais qui ont une population plus âgée que d'autres secteurs, étant donné juste la distribution démographique de la population montréalaise. Mais vu que c'est une région, c'est vraiment de tout. C'est grand sur un territoire, là. C'est étalé sur un grand territoire, j'imagine. Ouais, on a des patients qui partent de Parent, des fois, donc sont à 2 heures de route. 2 heures de Mont-Laurier? De Mont-Laurier. OK, plus au nord. Oui, exactement. Puis on couvre la moitié du parc de la Vérandrie. L'autre moitié, c'est l'Abitibi. Donc, on a aussi tous les traumas de la route, la moitié du parc de la Vérandrie qui va venir à Mont-Laurier. Fait qu'on a quand même beaucoup de traumas, beaucoup de travailleurs, beaucoup d'accidents de VTT. Puis d'accidents aussi face à des orniales, des orniaux. Oui. Ah wow, OK. Ça pardonne pas beaucoup, ça. Non, ça pardonne pas. Ça pardonne pas. Wow, je sais pas pour vous autres, mais moi, ce que ça me fait réaliser, c'est qu'on a différentes réalités selon le milieu qu'on travaille. Si on travaille en grand centre, on a accès à un plateau technique peut-être un petit peu plus développé, plus de spécialistes, une équipe multidisciplinaire mieux garnie, ce qui n'est pas nécessairement la réalité dans les régions dites un peu plus éloignées. Et ce que ça me fait vraiment réaliser, c'est à quel point c'est important qu'on comprenne chacun et chacune les réalités des différentes équipes. Parce que c'est pas vrai que la réalité va être la même à Mont-Laurier, comme Francis l'a bien mentionné, qu'en grand centre urbain comme Montréal ou Québec. Je pense que pour le bien de nos patients en soins critiques, parce qu'on se le cachera pas, un patient en soins critiques, qu'il soit à Mont-Laurier, qu'il soit à Montréal, qu'il soit à Québec, qu'il soit à Matane, il a besoin de soins critiques, puis il a besoin de toute la qualité qu'on peut lui donner, toute l'attention qu'on a besoin. Moi, ce que je pense, c'est qu'il est vraiment important qu'on soit sensibilisé aux différentes réalités de chacun, peu importe qu'on soit en grand centre urbain ou en région éloignée, pour éviter qu'on ait un problème de communication. Parce que des fois, c'est ce que je semble comprendre un peu des discussions entre Yann et Francis, c'est qu'il y a des fois un problème de compréhension parfois entre un centre dans une région un peu plus éloignée et un grand centre. Ce qui pourrait amener des problèmes ou des préjudices éventuellement pour un patient, pour retarder des traitements par exemple. Dans le fond, là, ce que ça nous prendrait, ça serait comme l'extension du CoolSea, que je vais mettre le lien dans les notes. Là. On se rappelle que le CoolSea, c'est un centre d'appel pour optimiser l'occupation des lits de soins intensifs. Ça a commencé dans le 514, c'est maintenant rendu dans le 450-514, donc la grande région métropolitaine de Montréal. Mais bon, peut-être que c'est un vœu pieux, mais je pense que ce projet-là pourrait bénéficier à la grandeur du Québec. Et ça pourrait régler une partie des problèmes que Francis a soulevés. Donc, on retourne à la discussion avec Francis et Yann. Y a-tu... là, on parle de trauma, ça va, mais pour les patients, par exemple, qui sont plus les patients qui vivent là puis qui ont des pathologies non traumatiques, est-ce que tu as l'impression que les gens en région versus l'expérience que tu as eue quand tu travaillais en ville avec nous autres, est-ce que tu as l'impression qu'il y a plus d'acharnement qui se fait, où les gens ont plus de lâcher-prise, plus de fatalité dans leur vision de la mort? Comment tu vois la différence entre, par exemple, la médecine en ville versus en région par rapport à ça? C'est une bonne question. Mont-Laurier, c'est beaucoup moins multiculturel.
Donc, à ce moment-là, je dirais qu'il y a beaucoup moins d'acharnement thérapeutique. Euh, la communication est facile aussi. C'est toujours en français. Euh, T'as pas besoin d'interprète comme des fois certains patients. exact. Certains patients ici nous, on Ouais. est obligé d'avoir, puis on a une barrière de langue là, en Oui. partant. Quand j'étais à Santa Camerini, il y avait une bonne, je sais pas si tu as des statistiques, mais je dirais qu'il y a au moins 30% ou même plus que leur langue maternelle, c'est pas le français ni Ni l'anglais. l'anglais, ouais. Donc, ça complique beaucoup les grandes décisions, les plus grandes décisions que tu prends dans une vie. C'est souvent des décisions de fin de vie, justement. Ouais. Donc, juste le fait que la communication soit plus facile, je pense qu'il y a moins d'acharnement thérapeutique. Puis aussi, culturellement et spirituellement, je pense que les chrétiens catholiques québécois s'acharnent un peu moins que certaines autres nationalités ou certaines autres cultures. Mhm. Donc, Ils ça fait en sorte... acceptent plus la mort ou la fatalité ou la maladie. Exact. Ils ont pas la même vision par rapport à la fin de vie, à la fatalité. Ouais. Naturellement, là, on rentre La dans un souffrance sujet. aussi. Oui, tout à fait. On rentre dans un sujet un peu difficile là, quand on parle de ces choses-là. Mais c'est sûr que pour ceux qui nous écoutent, ben, vous le savez, hein, en tant que médecin, on a une vision médicale de la maladie, de la mort, de la souffrance, qui des fois rentre en conflit avec les questions religieuses. Là, quand on rentre avec ça, loin de nous l'idée de juger, non, mais c'est une observation, je pense, que tu fais qui est juste. Moi aussi, j'ai eu l'occasion de travailler, peut-être pas en région aussi loin que toi, mais j'ai travaillé mettons, en semi-région, puis c'était beaucoup plus catholique, et il y avait une vision de la maladie qui est beaucoup moins, en fait, qui est beaucoup plus homogène que qu'est-ce qu'on peut Ouais. trouver à Montréal, puis qu'on doit s'adapter. Ouais. Puis des fois, justement à cause de la barrière de la langue, c'est difficile d'aller sentir ou trouver que, oh, là, il y a une question, là, c'est pas juste un effet de barrière de langue, là. Il y a une question culturelle, une question religieuse, une question spirituelle que nous, on n'a pas capté en tant que, par exemple, blanc nord-américain. Je pense souvent avec les cultures asiatiques que c'est pas juste des trucs religieux, mais il y a des trucs de spiritualité que je pense qu'on n'est même pas loin de comprendre, là, Exactement. on n'est même pas prêt de comprendre, pardon. Et ça fait que ça nous donne encore plus de difficultés à faire passer notre message parce qu'il y a un clash qui se fait entre les deux personnes. Alors, on pourra revenir à ce que tu disais. Je pense que, en fait, ce que tu me disais, c'est que je pense que quand tu es face à certaines questions de fin de vie ou de diminution du niveau de soins, peut-être que tu vas avoir un peu plus d'aide, par exemple, du médecin de famille qui le connaît bien, qui est plus proche. Hein? Tu me parlais de ça en dehors des ondes. C'est quoi la relation que vous avez, vous, avec les médecins traitants, les médecins des villages ou des gens qui s'occupent de ça? Ça ressemble à quoi, votre relation, pour les soins intensifs ou pour l'urgence? Ouais, ça fait 6 ans que je travaille, puis dernièrement, je commence à intégrer plus le médecin de famille qui suit son patient depuis 20-25 ans dans les décisions de fin de vie, dans les décisions d'intensité de traitement. J'ai remarqué que un des désavantages à Mont-Laurier, c'est qu'on est plus isolé, on est moins de collègues, moins de médecins qui travaillent aux soins intensifs. Puis aussi, on fait souvent des longues gardes, là. Je peux travailler pendant 12 jours, 15 jours de suite. Donc, ça peut devenir problématique d'avoir le patient pendant autant de jours. Parce que des fois, c'est bon d'avoir une deuxième opinion pour une famille, d'avoir un deuxième docteur qui vient dire la même chose ou pas la même chose, offrir d'autres scénarios, d'autres options. Donc, des fois, quand je sais que je suis pris dans une longue garde, que j'ai un patient qui va possiblement mal évoluer, si je sais que j'ai un médecin de famille facilement accessible, avec qui je m'entends bien, qui peut venir à l'hôpital faire une rencontre de famille, j'ai commencé à faire ça dernièrement, puis je trouve que ça l'aide beaucoup. Puis quand tu appelles les médecins de famille, comment ça réagit? Tu dis, allô, je suis le médecin des soins intensifs, je voudrais parler avec vous de tel patient. Donne-moi un exemple ou donne-moi un peu la dynamique. C'est pas quelque chose que... En fait, j'ai déjà parlé à certains médecins de famille qui, eux, m'appelaient parce que la famille demandait, il y avait bien confiance aux médecins de famille qui m'appelaient, puis c'est eux qui me posaient des questions pour mieux expliquer à la famille. Mais là, c'est comme le contraire. C'est comme toi qui rentres en contact avec eux. Fait que, parle-moi-en donc un peu. Les cas que j'ai eus, le médecin de famille avait déjà fait des soins intensifs. OK. Donc, ça l'aide quand même. Il comprenait bien les situations, comprenait bien les enjeux, la souffrance qu'on peut infliger quand on fait des soins maximaux. Donc, ça a bien été dans cette situation-là. J'ai pas essayé tous les médecins de famille, j'ai pas essayé ceux qui font du bureau, seulement du bureau depuis 20 ans, mais je pense que c'est quelque chose qui peut se faire. Le médecin des soins intensifs va aller plus dans le détail, va expliquer un peu plus la facette des soins intensifs, mais des fois, le médecin de famille connaît bien
la qualité de vie Mm-hmm. du patient qui voit depuis 20 ans. Il l'a vu vieillir, il sait que c'était un bûcheron, un camionneur, il sait qu'il y a des lombalgies depuis 10 ans, réfractaires, narcodépendants, etc. Donc, il peut aussi venir faire cheminer la famille par rapport à c'était quoi la qualité de vie avant, est-ce qu'il souffrait, etc. Donc, C'est un excellent point, ça, parce que quand on met l'historique de la qualité de vie, des fois, on fait réaliser aux familles que pour eux, la qualité de vie semble correcte, mais qu'elle n'est peut-être pas si correcte que ça dans les faits, parce que justement, ils vivent avec eux tous les jours, ils voient pas, mais le big picture fait que l'état est grave et beaucoup plus avancé, beaucoup plus délétère ou morbide que qu'est-ce que la famille peut penser, parce qu'ils vivent au jour le jour avec. Oui, exact. Nous, on le voit. Et on voit des patients sur hydromorphe Contin 90 BID, des doses vraiment très, très énormes. La première chose que je me dis, c'est qu'est-ce que vous faites à la maison? C'est quoi votre niveau de vie? C'est quoi votre fonction? Eux sont habitués à ça. Ils s'en rendent pas compte, mais Ça nous ramène à un autre podcast qu'on avait fait avec Dr. Wang de Maisonneuve-Rosemont sur l'indice de fragilité, le Frailty Index. Puis c'est vraiment intéressant parce que ça donne un point de vue totalement différent. Puis lorsqu'on l'intègre dans nos soins, moi j'essaie de le faire de plus en plus, puis de dire à la famille que, ben oui, vous le trouvez bien, hier il était bien. Il me dit, mais oui, mais hier il allait bien, hier il était correct. Comment ça se fait qu'en 24 heures il va pas bien jouer? Mais là, son sang est infecté. Mais hier il était bien, mais là il l'est pas. Mais il a 82 ans, il bouge plus, il marche plus depuis des semaines et des semaines. Son index de fragilité, elle est très, 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 très élevée. Et ça fait que le patient... Exactement. Puis le patient ne va pas bien sortir de ça comme s'il avait 50 ans. Alors ça, c'est vraiment intéressant. Puis c'est là que le médecin de famille peut venir apporter ça. C'est vraiment bien. J'ai dit ça à des résidents depuis des années et des années. Peut-être que je te l'ai dit quand tu étais résident. Mais j'ai toujours pensé que... en fait, c'est à force de recevoir des consultations par des médecins d'urgence pour venir parler du niveau de soins avec des familles, parce que les urgentologues n'ont pas le temps, que je me rends compte que c'est qui les meilleures personnes pour parler du niveau de soins? C'est quoi? Ça implique d'être massé, d'être intubé, d'avoir une trachéo, d'avoir de la physio pendant des semaines et des semaines. C'est nous qui le connaissons le mieux, parce que c'est nous qui faisons les soins intensifs. Mais si les médecins de famille ou les médecins traitants, ça peut être des internistes, des fois des pneumologues, peu importe, le médecin traitant du patient qui avait des bonnes connaissances à ce niveau-là, pourrait, à partir du moment que ton patient devient vulnérable, ou à partir de l'âge de 65 ans, annuellement, lors de la visite annuelle, de discuter de ces choses-là. Alors, si, par exemple, le patient devient vulnérable à 60 ans pour, je sais pas, un cancer du poumon, il est opéré, il y a une lobectomie, puis c'est un MPOC, puis son état se détériore, puis au fil des années, il se fait parler à chaque année de c'est quoi être intubé, c'est quoi être massé, en donnant quelques explications, puis en posant des questions adéquates à son médecin, puis le médecin répond de façon adéquatement parce qu'il est informé de ça. Quand le patient va arriver aux soins intensifs à 72 ans, ça va faire 12 ans qu'il se fait parler de ça, il va être... T'es jamais préparé à te faire parler de « je vous intuberai pas, on va vous laisser partir, c'est la fin », personne n'est préparé à ça. Mais s'il s'en est fait parler là, le choc va être beaucoup moins grave que de se le faire dire tout d'un coup la première fois comme ça. Oui, c'est un peu comme une approche par découplage, comme dans le don d'organes, mais échelonné sur plusieurs visites, plusieurs années avec un médecin de famille. Quel bon parallèle. On le fait, le découplage, nous, mais journée après journée à la fois, vraiment rapide. Exactement. Mais je pense que ça se fait... il faut aussi tout renverser l'héroïsme qui est vu, qui est véhiculé dans les téléromans, dans les films américains. Ouais. Faut tout combattre tous ces mythes-là, ces dogmes-là, que quand tu arrives à l'urgence, un petit choc sur la poitrine, puis tout est reparti. Tout va bien, c'est ça. Donc, le médecin de famille peut aider à remettre la réalité. Ouais. Puis ensuite, si on a le malheur de venir aux soins intensifs, on a un autre médecin qui va donner un autre message qui va aller dans le même sens que le médecin de famille fait depuis des années. Puis là, il y a déjà un découplage qui a été fait, puis ça peut faire en sorte que le message passe beaucoup mieux. Une des choses que je vois beaucoup à Mont-Laurier, qui est très problématique, c'est un petit milieu. Donc, moi, je peux voir le même patient 10 fois par année, une fois par mois. Ça peut arriver, les MPOC, ou à ce moment-là, si il a été... Plus le patient a été sauvé, plus il pense qu'il va être encore sauvé. Ouais.
OK. Donc, s'il vient à l'urgence pour une 9e fois, puis on dit, OK, c'est Dr Paquette qui est aux soins intensifs, voulez-vous encore avoir tout le kit au complet avec le BIPAP, la cortisone, puis les antibiotiques? Oui, 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 il n'y a pas de problème. Des fois, juste d'avoir un autre médecin ou d'aller sur un étage de médecine générale peut faire en sorte que ça va venir casser l'attente qu'on a. OK, je m'en vais aux soins intensifs, ça va bien aller, je vais remonter la pente. On a une attente quand on va aux soins intensifs. Des fois, il faut juste pas aller aux soins intensifs. Ouais. À un moment donné, ça prend un docteur. Une fois que le patient est admis aux soins intensifs, c'est dur pour l'intensiviste Ouais. de dire, moi, je décide, OK, là, c'est la dernière fois que vous veniez. Des fois, c'est mieux d'attendre que le patient aille mieux. Ouais. Il sort des soins intensifs, puis là, on fait un meeting de famille avant le congé, parce qu'on sait qu'il va revenir dans 2 semaines. Avant le congé, quand le patient est à son mieux. Puis on lui dit, la prochaine fois, on retourne dessus pour une 11e fois aux soins intensifs, ou on reste à la maison, puis on fait d'autres choses. Est-ce qu'on essaye juste des antibiotiques par la bouche cette fois-ci à la maison? Je commence à impliquer les médecins du service à domicile, des soins à domicile. Parce que je reçois des patients de soins à domicile. Je ne sais pas si ça arrive à Montréal, mais je reçois, moi, des patients du CHSLD. Ça, ben oui, oui, des patients transférés du CHSLD jusqu'à l'urgence, ensuite de l'urgence aux soins intensifs. Ah oui, ça arrive parce que les niveaux de soins ne sont pas faits ou parce que la famille, devant la panique ou devant le patient inconscient, va remettre un niveau de soins de 3 à 1 ou de C à A, là, tout dépendant des échelles que vous utilisez. Oui, ça arrive, puis là, il faut là, c'est un gros travail de discussion, de compréhension, puis d'acceptation de la famille, parce que des fois, ça peut être aussi simple que le patient a fait ça peut être aussi grave que le patient a fait un ACV, puis là, il est plus ou moins conscient, il s'est fait intuber par l'urgentologue, parce que quand il s'est fait envoyer du CHSLD, ils ont dit niveau 1, fait que l'urgentologue l'a intubé, puis là, on a un patient qui récupère pas, puis il faut faire accepter à la famille que c'est la fin. Ça peut être très, très difficile. Par contre, il y a quelque chose qui me venait à l'esprit pendant que tu parlais. Tu donnes l'exemple, c'est la 10e fois, c'est la 11e fois que tu viens aux soins intensifs. Par contre, il y a quelque chose que j'ai cheminé, moi, en termes d'années avec ça, avec l'expérience que j'ai, mais surtout à la lumière d'une étude. Là, malheureusement, je ne me rappelle pas où est-ce que je l'ai lu. Je crois que c'est le BMG, mais ça fait longtemps, ça fait peut-être 5, 6, 7 ans. Je pense que je l'avais même déjà présenté dans un de nos congrès. Puis ça m'avait marqué, la statistique, elle était ahurissante. Ils prenaient des patients MPOC avancés, là, avec des VEMS en bas de 40%. Puis ces patients-là, ils avaient été intubés et trachéotomisés. Puis au congé, ils avaient survécu, tout allait bien, ils retournaient à la maison. Et 1 an après, ou 6 mois ou 1 an après, ils retournaient voir ces patients-là, ceux qui avaient eu la totale, là, les MPOC sévères, comme je disais, intubés, trachéo, puis ils leur demandaient si c'était à refaire. Est-ce que vous voudriez vivre tout ce que vous avez vécu? Puis c'était en haut de 90% que le monde disait oui. Moi, je veux recommencer. C'est incroyable. Parce que si tu leur demandes ça, quand ils sont couchés dans le lit avec la trachéo, peut-être qu'ils vont faire « No way, moi, je veux plus rien savoir de ça. » Sauf que quand ils ont retourné à la maison, puis que là, ils ont revécu, ils ont eu une vie, ils ont eu 1 an, peut-être qu'ils ont eu des hospices, peut-être qu'ils essaient de dire, puis qu'ils ont vu leurs enfants, leurs petits-enfants, la vie était encore là, la vie était présente dans leur tête, puis dans leur corps, au fond. Ben là, ils ont une autre vision de ça. Alors, je me dis, puis on dit toujours, faut pas intuber les MPOC sévères, faut pas intuber les O2 dépendants parce qu'on les sort jamais de là. Bon, c'est vrai qu'il y en a qu'on perd, là, mais ceux qu'on sort, ils recommencent. Moi, je l'ai vu quand je travaillais à Joliette, qui est probablement un endroit où est-ce qu'il y a le plus haut taux de MPOC, on les trachéotomisait, puis je les revoyais 1 an ou 2 après, puis ils avaient vécu 1 an ou 2 après, puis ils étaient repartants pour le faire. Alors là, je me disais, là, il faut que je mette mon idéalisme ou ma vision de docteur, puis je me mette à la place du patient. Je me dis, lui, il veut, là. Alors, à partir du moment qu'il veut, puis il est prêt à le refaire, puis il sait c'est quoi. C'est comme celui qui a son récidive de cancer, puis qui décide qu'il refait de la chimio. À un moment donné, il va peut-être dire après 3 fois, donc, je veux plus de chimio. Mais tant qu'il le dit pas, je pense que ça, il faut respecter ça aussi. Tu as raison qu'à un moment donné, il faut encadrer un peu les gens, puis leur expliquer que là, on va les faire souffrir inutilement. Mais quand ils ont toute leur tête, je suis pas mal moins intransigeant face à ça. Puis c'est ça. Je voulais pas mettre un bémol de ce que tu disais. Non, mais je suis entièrement d'accord avec ça. Mais par rapport à ça, ça m'a vraiment fait réfléchir de voir que, oh mon Dieu, puis ça, tu le vois avec l'expérience. Parce que quand ça fait 2, 3, 4 ans, tu ne vois pas revenir ces patients-là. Mais avec les années, tu vois ça revenir, puis tu réfléchis, puis tu dis, moi, quand je vais être là, quand ça va être mon tour,
comment je vais réagir face à ça? Parce que c'est facile de dire, ben là, on peut rien faire, ça donne rien, coup d'épée dans l'eau. Mais quand c'est toi qui es en train de mourir... C'est parce qu'on le voit avec nos yeux de personnes en santé, productives, Ouais. avec une gratitude face à la vie, Ouais. avec une joie de vivre, on vit des beaux moments et tout ça. Le cerveau humain, il est bien fait. Si on va à la ronde, faire des manèges, puis qu'on fait le bateau pirate, puis on est malade après, puis on fait le monstre, puis d'autres manèges, puis on a un fun fou à faire ces manèges-là. Sur le coup, on va dire « Ah, j'aurais pas dû aller dans le bateau pirate », puis ça peut vraiment gâcher toute la journée au complet. Teinter l'expérience. Exactement, teinter l'expérience. 6 mois après, on va avoir le goût de retourner à la ronde parce que le cerveau est fait pour emmagasiner les souvenirs positifs, mais détruire les souvenirs négatifs. C'est comme ça que l'espèce humaine survit et a survécu toutes ces années-là. Donc c'est pour ça que nous, quand on voit ça de nos yeux, avec une bonne qualité de vie, on marche, on court, on est actif physiquement, on se dit souvent, on porte un jugement quand même assez précoce, souvent assez rapide, puis on dit « Ah, moi, je voudrais jamais passer par-dessus ça. Mais si on vit l'inverse, on a une qualité de vie so-so, ça va pas super bien, on est toujours essoufflé, on fume encore, on a de la misère à finir nos phrases, on rentre à l'hôpital, ça va vraiment pas bien, on vit un mauvais quart d'heure, on remonte la pente, on reste 10-15 jours à l'hôpital, puis ensuite on retourne à la maison, puis on revient comme on était avant. Ben en fait, c'est le contraire, on s'est amélioré, on est sur la pente ascendante, le positivisme s'installe, puis on a le goût, si on se fait poser la question 6 mois après, on a le goût de revivre puis de retenter l'expérience. Surtout si on a eu du propofol, on se souvient plus de rien. Ouais. C'est vraiment relatif, ça dépend du timing dans lequel les événements se sont passés. Ouais. Puis on peut pas juger si la personne est dans sa chaise roulante 24 heures sur 24 avec sa bonbonne d'oxygène, puis qu'elle est heureuse comme ça, ben, elle est heureuse comme ça. Est-ce qu'elle était plus heureuse quand elle avait 30 ans? Fort probablement. Mais là, c'est sa réalité à elle, puis si cette personne-là, ben, elle prend plaisir à voir ses enfants, à écouter la télé, à écouter de la musique, à faire ses casse-têtes, whatever, les activités, ben, pour elle, c'est ça sa vie, puis elle l'a accepté. Donc, c'est facile pour nous de juger, ben voyons donc, elle n'a pas de qualité de vie. Bon, oui, elle n'a pas de qualité de vie si on le prend selon notre échelle, comme tu disais. Ouais. Mais de juger ça, ça devient difficile En fait, ça devient un peu, à la limite, patronizing, là, condescendant là, de faire paternalistique ça. Paternaliste, ouais, c'est ça. Ouais, Merci. exact. Merci. Oui, exactement. Le bonheur, c'est dans l'attente. Ouais. Si on n'a pas d'attente, on risque de pas être déçu. c'est un peu plate comment je dis ça, mais, non, mais si on est MPOC, ouais. puis ça fait 3 fois qu'on va à l'hôpital, puis on est O2 dépendant à 2 litres, puis on fait des surinfections 3-4 fois par année, on le sait que ça va revenir. Mm-hmm. Puis notre attente, c'est pas que nos besoins O2 s'en vont en diminuant. Donc, ça fait en sorte qu'on peut être bien quand même dans le moment présent. C'est peut-être juste de ne pas trop être essoufflé. Exactement. Puis d'être capable de se déplacer. Exactement. Versus un PDG d'une compagnie qui, lui, son attente, c'est d'avoir une croissance de 10%, puis il a juste une croissance de 5%. Et ça va bien sa vie, là, mais il est malheureux parce qu'il n'a pas atteint ses objectifs. Ouais. Il est moins heureux que la MPOC qui est aux deux dépendantes souvent. Ouais. C'est vraiment une question d'attente. Donc c'est pour ça qu'on peut pas juger, mais souvent on va tout mettre l'aspect, faut pas le faire, on est des êtres humains, puis on peut pas s'empêcher de tout mettre l'aspect du système au complet, puis de prendre tout ça dans la globalité. Ouais. On a la santé du patient, mais on a la santé du système de santé. Ouais. Si on perd, c'est comme l'économie, il y a la microéconomie, la macroéconomie. On peut perdre la microéconomie, on peut avoir une crise dans les mines, on peut avoir une crise dans le bois. Si on perd la macroéconomie, on perd tout. On perd tout. Si on perd quelques secteurs économiques, on perd pas tout. C'est un peu la même chose en santé. Si on perd un patient, ça va pas tout changer l'hôpital. Si on a une catastrophe, le bloc opératoire est fermé parce qu'il y a eu un problème d'eau, ben on perd tout l'hôpital. Et si on perd nos ressources financières, parce qu'on a... Je sais qu'il faudrait pas parler de ça, mais je pense qu'éventuellement, dans la prochaine décennie, on va en parler. Je pense que c'est un débat qui doit avoir lieu, mais malheureusement, sans méchanceté, on est dans une société, la société québécoise canadienne, très, très, très socialiste. Ouais. Puis dans cette société-là, le discours argent versus santé
se fait pas. C'est tabou. Et va falloir que se fasse à un moment donné. On peut pas attaquer aucune spécialité médicale, mais la première qui me vient à l'esprit, c'est l'oncologie. L'oncologie, par leur manière agressive qu'ils ont fait au cours des 20 et 30 dernières années, ont diminué le taux de mortalité du cancer. C'est extraordinaire. Mais à un moment donné aussi, des fois, il faut savoir arrêter avec les trucs de chimiothérapie sur des personnes de 85 ans. Là. Ouais. Mais encore là, ça dépend. Est-ce que la personne de 85 ans elle avait une super qualité de vie et était prête? Tout le discours qu'on vient d'avoir est là. Et là, je ne veux pas parler de l'oncologie en tant que telle, mais c'est une question qu'on doit avoir. Puis moi, je vais parler juste de ce que je connais, les soins intensifs. C'est une question qu'il va falloir se poser. Est-ce qu'il va y avoir des âges? Est-ce qu'il va y avoir des indices de patients, les indices de fragilité? Est-ce qu'on va devoir refuser consciemment des patients aux soins intensifs? Mais ça, c'est le côté mercantile et monétaire qui parle. Parce que avant tu parles d'argent, sur tout ce qu'on venait de dire, je m'en allais dire en blague, bah ben c'est beau, on intube tout le monde, on code tout le monde, puis on verra après. C'est une manière de voir les choses. Est-ce qu'on va avoir le moyen de nos ambitions de faire ça un jour? Je sais pas. Je sais pas, c'est vraiment un questionnement difficile à faire, mais il y a quelqu'un qui va falloir qu'il le fasse. Est-ce que ça va être la classe médicale? Est-ce que ça va être la classe politique? Est-ce que ça va être les comités de usagers, de patients? Il y a quelqu'un, les journalistes, il y a quelqu'un qui va falloir qui adresse ça de réelle façon, parce que les baby boomers, la société, la pyramide inversée, là, a vieilli. Là. Ouais. Et peut-être que le problème va se régler quand cette strate de la population-là va être complètement décédés. Quand tous les baby boomers vont être morts, ben ça va être les X qui vont être les vieux, puis il n'y en a pas beaucoup de X à comparer à ça. On va être moins nombreux, mais on va vivre plus vieux et plus malade. Donc ça devrait revenir quand même. Oui, et ben, les frais vont coûter cher. Tu as tout à fait raison. Puis on va diagnostiquer plus de choses, on va faire plus d'ablation pour les arythmies. Nos interventions vont toujours aller en augmentant. L'espèce humaine est faite comme ça. On va coloniser la Lune, on n'arrête jamais, ça va être comme ça aussi en médecine. Oui, tout à fait. Mais par rapport justement à l'aspect mercantile, c'est difficile de ne pas en parler déjà, parce qu'on y est confronté au quotidien, mais pas dans les décisions cliniques. On est confronté beaucoup, exemple, on ferme des lits. Aujourd'hui, c'est l'été, il y a moins de patients un petit peu, on ferme 4 lits. Mais ça, dans le fond, pourquoi qu'on a fermé 4 lits? C'est une décision mercantile. C'est pour sauver de l'argent. Donc, on le vit, là. On le vit, on veut sauver des sous. Ou bien, si moi, dans mes soins intensifs, j'ai pas beaucoup de patients, ils vont couper une infirmière ou ils vont couper une préposée. Ils vont l'envoyer ailleurs. Donc, ils commencent à couper à certains endroits, à essayer d'économiser. Je pense que ça va s'en aller en augmentant. Puis éventuellement, ça va probablement être dans nos décisions cliniques, dans nos critères d'admission aux soins intensifs, dans nos critères de fragilité, etc. Je sais pas si vous avez des critères d'admission aux soins intensifs. Moi, j'en avais avant, qui étaient vieux, qui dataient de 15-20 ans. Mais ils étaient vraiment vieux, donc on ne pouvait même pas hospitaliser les 85 ans. Mais Dieu sait qu'on en hospitalise beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tu veux dire des critères vraiment objectifs, là, comme exemple, un checklist, là? Cancer à un certain... néoplasie à un certain stade, donc pas d'admission aux soins intensifs. Ou bien à tel âge, pas d'admission aux soins intensifs. On habite en CHSLD ou en foyer pour personnes semi-autonome ou pas autonome, pas d'hospitalisation aux soins intensifs. Non, on n'a pas ça, mais en fait, tu le sais comme moi, ces critères-là sont dans nos têtes, là. Donc, c'est quand je fais mon évaluation, ben si j'ai un néo du pancréas stade 4, puis là, il arrive parce que là, il est en cholangite, je vais aller voir la famille, puis je vais dire non. Exact. T'sais, je vais dire non, je vais pas le dire comme ça, naturellement, mais je vais expliquer que c'est pas judicieux, que c'est la fin de sa vie, puis permettez-moi de demander aux soins PAL de venir, puis de le soulager, puis de permettre ça. Naturellement, s'il y a une discussion qui se fait, puis que la famille l'accepte pas, je vais pas me battre avec la famille, là, je vais l'admettre dans les faits, tant que j'ai de la place, puis je suis capable de le faire, pour leur permettre de cheminer des fois. Mais dans les faits, ce critère-là, pour ce patient-là, l'exemple que je donne là, puis ça peut être n'importe quel autre patient, je vais l'avoir implicitement dans ma tête, mais il n'y a rien d'écrit qui fait ça. Est-ce que tu le dis dans le sens que tu penses qu'un jour, il va falloir remettre des critères très, 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 mettons, balisés, très fixes, seulement, tu sais, par exemple, je sais pas, là, Alzheimer, stade avancé, ça rentre pas aux soins intensifs. Tu sais, des affaires
clair, clean cut, là. C'est-tu vers là que tu penses qu'on devrait aller éventuellement? Là, je veux pas te mettre des mots dans la bouche, mais... Non, je pense pas. Je pense pas. Ça va peut-être prendre un autre outil que ça. Parce que quand que c'était instauré chez nous, Ça devait faire ça des fait des flashs, hein. problèmes parce que ça donnait beaucoup de pouvoir à la direction nursing. Ouais. Moi, je Ah trouve- oui, oui. Puis, c'est pas que c'est pas correct qu'il y ait du pouvoir, mais ça pouvait faire beaucoup de friction Ouais. quand j'hospitalisais Quand tu quelqu'un. sortais du cadre. Ouais, exactement. Quelqu'un qui a Ouais. un monsieur qui a 92 ans, qui a un effort rapide à 130, puis qui a une petite pression, il peut très bien venir Ben aux oui, soins intensifs, absolument. avoir un petit peu de phényléphrine, Oh oui, un petit peu ajuster son d'Esmolol, on médicament, ajuste ces choses. Puis il repart. Mais il a besoin quand même de venir aux soins intensifs. Il Ouais. faut que je lui donne un peu d'amine. Ouais. Mais c'est une pathologie qui ne va pas laisser de traces, qui n'aura pas de comorbidité, qui n'aura pas d'atteinte à sa qualité de vie. Mhm. Il fallait que je me batte au début pour Mhm. hospitaliser des gens comme ça, à cause des fameux critères d'hospitalisation aux soins intensifs. Je pense pas qu'il faut revenir à ça, mais peut-être qu'éventuellement, ça va être un hybride, un outil de décision, d'hospitalisation, de gestion de lit qui pourrait nous aider peut-être. Moi, j'ai l'impression qu'au fil des années, dans les congrès, dans les études, dans les articles, les médecins de soins intensifs, puis surtout ceux qui ont beaucoup d'ascendance sur les autres, là, ceux des centres universitaires, ceux qui forment les intensivistes de demain, je pense que c'est un peu à eux de donner le ton, de donner la manière d'être pour expliquer aux jeunes qui vont graduer comment ils devraient pratiquer la médecine. Naturellement, chaque médecin fait ce qu'il veut, mais de donner une genre de ligne de conduite. Tu sais, personnellement, j'ai toujours beaucoup de difficultés à admettre un Alzheimer avancé aux soins intensifs. Puis quand je parle d'avancé, je parle de celui qui parle plus, là. Ouais. Celui ou celle qui parle plus, puis qui bouge pas, puis que toutes aussi. ces AVQ, AVD ont besoin d'être pris en charge. Ouais. Je dis pas qu'il faut pas les soigner, mais j'en fais avec les familles, j'explique que pour guérir aux soins intensifs, souvent, il faut que le patient coopère, il faut que le patient soit là et participe à ses soins. Le patient Alzheimer qui comprend pas, qui sait pas il est où, il est peut-être là, hein, on le saura jamais, et peut-être qu'au fond de lui, il est là, mais de l'extérieur, il est pas là pour nous aider. Je trouve que c'est de faire souffrir un patient beaucoup trop longtemps pour peu que ça va apporter. Ouais. Quand ils sont rendus là, sont à la fin de leur espérance de vie. On le sait que l'Alzheimer ne tue pas, mais les complications le tuent. Alors, je pense que ces patients-là, j'essaie, puis avec les résidents, tu vois, dans ma dernière garde, j'avais une résidente, puis j'ai eu 2 patients sur l'espace de 2 semaines qui étaient un peu le même tableau. Un, c'était un cancer terminal, mais l'autre, c'était un Alzheimer, puis avec la famille, on a déterminé que, oui, l'infection, on va donner les antibiotiques, on va l'amener à l'étage, je vais mettre un peu de midodrine à l'étage, je ne mettrai pas d'amine, puis on va voir, ça va marcher, puis ou non, je ne sais pas. Puis si ça ne marche pas, ben, on va le soulager, puis tu l'expliques à la famille, puis tu expliques pourquoi que ce patient-là ne devrait pas venir aux soins intensifs. Mais peut-être qu'un autre de mes collègues va le prendre aux soins, puis il va dire, ben oui, je vais lui donner 2-3 jours d'amine, on va laisser le sepsis passer, puis on va le retourner dans son CHSLD, puis c'est correct aussi. C'est juste que des fois, je trouve que peut-être on devrait... C'est pas parce que tu as le marteau qu'il faut que tu frappes sur le clou. Exact. Des fois, il faut être capable de se retenir et Ouais. de dire peut-être qu'on pourrait utiliser un autre instrument. Ouais. C'est un petit peu ça, mais c'est difficile. Puis je veux pas froisser personne quand je dis ça. Je dis pas que je veux pas soigner les patients Alzheimer, mais quand ils sont avancés, terminales, pas capable de parler, pas capable de communiquer. Pas capable de consentir aussi. Oui, pas capable de consentir, mais là, ça reste avec la famille. S'ils souffrent. Ouais. Ça reste avec la Exactement, famille. c'est ça. Exact. Alors, je pense que c'est un travail de longue haleine de parler avec les familles puis de leur expliquer. Puis, la plupart du temps, les familles, ils savent intuitivement que le côté médical a fait son maximum, puis il faut juste qu'ils l'acceptent que c'est la fin. Puis surtout, s'ils savent qu'il y a eu 3 admissions depuis la dernière année, puis que tout s'est bien passé, bien, ils ont espoir que ça va bien passer. Ouais. Encore une fois, puis ils veulent pas perdre leur mère, leur père. Puis c'est un réflexe normal. Je commence toujours mes discussions avec les familles de cette façon-là. Je dis, personne ne veut perdre sa mère, personne ne veut perdre son père. Un moment donné, ça va arriver. Son état d'Alzheimer est avancé, a fait des pneumonies à répétition, des pneumonies d'aspiration à répétition. Il faut se préparer éventuellement. Alors, on parlait de ça parce qu'on parlait des guidelines ou des critères d'admission ou de refus de soins intensifs. Et je pense que la maladie d'Alzheimer va donner beaucoup de challenges
aux cliniciens, aux médecins, aux familles, aux infirmières qui s'en occupent, des heures et des heures, des 8 heures et des 16 heures, hein, qui font avec tout leur TSO. Je veux dire, je sais pas comment on va adresser ce problème-là, je sais pas. Alors, c'était vraiment intéressant, Francis. J'ai vraiment aimé ça. C'est le fun de partir d'une... Oui, moi aussi, ça m'a fait plaisir. C'est le fun de partir d'une expérience de, mettons, pour toi, la médecine de région, puis d'arriver à toutes ces discussions-là, parce que je pense que les discussions qu'on a eues aujourd'hui, ils peuvent avoir lieu pour tous les médecins dans tous les milieux. Assurément, les mêmes enjeux. Les mêmes enjeux sont là à l'extérieur de notre petit patelin. J'espère que vous avez aimé cette discussion-là qui est un peu différente des autres discussions. On va essayer d'en faire à l'occasion des discussions philosophiques. Si vous avez des sujets que vous avez le goût de nous proposer pour qu'on puisse parler de ça, ça va nous faire plaisir. Je pense que au fond, aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est qu'on a recréé les discussions que moi et Francis, on a régulièrement. Alors, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas de partager cette balado-là à tous vos collègues et amis qui ont un intérêt en soins intensifs. Vous pouvez nous retrouver sur les plateformes habituelles, Facebook, Twitter, Apple Podcasts, Google Podcasts. Je vous dis à la prochaine. Merci, Francis. Bye bye. Wow. Vraiment, là, cette partie de discussion était vraiment très intéressante. Je sais pas pour vous, mais moi, ça m'a touché particulièrement. Ce qui me fait me rendre compte, c'est que discuter du niveau de soins, c'est d'une importance capitale. Je pense qu'on n'en discute jamais assez. Et l'idée de Francis de faire un découplage sur plusieurs années, là, d'intégrer la première ligne est fantastique. Et je pense que ça devrait faire partie d'emblée du rendez-vous annuel pour qu'il y ait ce découplage qui est là. Puis d'un autre côté aussi, je pense qu'il faudrait que ça se discute aussi dans les familles même. Tu sais, je suis conscient que c'est pas le genre de sujet que t'aimes aborder un dimanche soir dans un gros souper de famille ou au souper de Noël, tu sais, on s'entend, là. Mais je pense que la première chose qu'on peut faire, même pour nous-mêmes et pour nos proches, c'est de commencer à en parler et de favoriser cette discussion-là. J'aime aussi l'idée que Francis a d'impliquer le médecin de première ligne ou les intervenants qui s'occupent du patient, qui le suivent depuis vraiment longtemps dans les discussions de niveau de soins, même quand ça va un petit peu moins bien. C'est sûr que c'est peut-être plus difficile dans les grands centres ou dans les régions où les équipes sont vraiment immenses, mais je pense que c'est une idée qui pourrait être applicable dans plusieurs milieux et qui est à réfléchir. Francis l'a bien mentionné, parler du niveau de soins, c'est vraiment quand ça va bien, mais il y a aussi l'intensité de traitement. Moi, ça m'a vraiment marqué ce que Francis a dit par rapport au patient qui est MPOC, là, qui revient à peu près aux 2 semaines ou au mois. Là. C'est quasiment juste s'il n'y a pas une carte d'abonnement aux soins intensifs. Je pense vraiment, effectivement, c'est au moment où juste avant qu'il y ait congé pour qu'il y ait cette rencontre-là. Et qui pourrait à la limite se poursuivre avec le médecin de famille en première ligne. Là. Et j'ai trouvé vraiment intéressant qu'on est parti d'une discussion de niveau de soins, d'intensité de traitement, vers une discussion un petit peu plus macro sur les soins de santé puis le financement. C'est vrai qu'à un moment donné, c'est vrai qu'à un moment donné, on n'aura pas le moyen de nos ambitions. Puis on va avoir des choix difficiles à faire, je pense, en termes de société. Je vais parler surtout pour la société québécoise, mais je pense que pour plusieurs sociétés dans le monde occidental, c'est une discussion qui devra avoir lieu, puis je pense qu'elle devrait être plus tôt que tard sur comment financer nos systèmes de santé, comment financer nos soins, quelle est l'offre de services qu'on veut donner et à quel point on veut investir nos soins dans des, je veux pas dire de la futilité, mais en même temps, Yann parlait de l'exemple en oncologie où des fois on s'en va dans les 3, 4, 5e lignes là, des traitements qui vont de plus en plus être dispendieux à des patients qui sont de moins en moins en état de les recevoir. À quel point on veut ça? Parce que pendant qu'on donne une 4, 5e ligne à 100 000 chez une personne qui, de toute évidence, ne s'en sortira pas, eh bien, on prive peut-être quelqu'un début trentaine, début quarantaine, qui a malheureusement un cancer du sein agressif qui pourrait être traité, mais éventuellement, on n'aura juste plus les moyens de se payer ça. En termes de société, il faudra vraiment qu'on ait une grande discussion sur qu'est-ce qu'on est prêt à financer, puis qu'est-ce qu'on est prêt aussi à dire, ben là, c'est assez, faut arrêter, puis on se le cachera pas. C'est des discussions qui vont être difficiles, qui sont hautement émotionnelles, puis je pense qu'en termes de société, il va falloir qu'on s'assoie puis qu'on se dise, malheureusement,
grand-papa de 80-87 ans qui commence à être en démence. Peut-être que lui, malheureusement, on ne pourra plus lui offrir soit les soins intensifs, soit lui offrir la 4 ou 5e ligne d'oncologie qui vient de sortir, qui coûte 150 000 $. Je pense qu'il faudra qu'on s'assoie puis qu'on regarde ça. Donc, on a vraiment des choix difficiles en termes de société à venir et il va falloir qu'on en discute. Bref, c'est vraiment des très belles discussions. J'espère que ça vous a lancé des idées aussi. Moi, je vous invite à avoir ces discussions-là dans vos équipes, avec vos patients, avec les familles. Également, j'aimerais vous entendre sur toutes nos plateformes, que ce soit Facebook, Twitter, pour poursuivre cette discussion-là qui, je pense, devra avoir lieu. Et je vous invite aussi à aller sur notre site web et sur toutes les plateformes pour écouter tous nos autres épisodes. Je vous remercie encore une fois de votre écoute. Merci de nous suivre semaine après semaine. C'est vous qui faites la différence à tous les jours pour nos patients en soins critiques. Je vous remercie encore une fois de votre dévouement. D'ici le prochain épisode, portez-vous bien. Attention à vous autres. Bye! L'information contenue dans cette balado-diffusion est de nature informative seulement et ne remplace aucunement le jugement ou l'avis d'un professionnel.